Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tous. Nous sommes Nous aujourd'hui sommes réunis aujourd'hui pour notre troisième session de webinaire sur les risques professionnels. Après avoir abordé la question du calcul du taux de cotisation accident de travail et l'importance de la phase déclarative en accident de travail, nous allons aujourd'hui aborder la question des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles sont en développement ces dernières années et nous constatons une recrudescence du nombre de déclarations dans l'ensemble des secteurs d'activité et plus particulièrement dans le secteur d'activité qui vous concerne et donc le Comité technique national H. Si on s'intéresse au pourquoi il est important de s'interroger sur la phase déclarative relative aux maladies professionnelles, on va constater différents enjeux. Nous avons notamment des enjeux financiers. Les maladies professionnelles représentent un coût important, notamment en termes de cotisation accident de travail, et on va venir détailler un peu ce que représente ce coût par la suite, mais également un enjeu financier lié à l'absentéisme lié aux maladies professionnelles. Il faut savoir que les arrêts liés aux maladies professionnelles sont beaucoup plus longs que les arrêts liés aux accidents du travail, dans la mesure où on est face à une usure professionnelle et le salarié qui s'arrête a tendance à s'arrêter plus longtemps. On a également tout ce qui est enjeu humain. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que, comme je le disais à l'instant, les maladies professionnelles sont liées à une usure du personnel et donc il appartient à vos établissements de s'assurer de la qualité de vie au travail de vos agents et de mettre en place l'ensemble des mesures de prévention pour préserver le capital humain de vos agents. On constate aujourd'hui dans la presse notamment beaucoup d'articles relatifs à ce qu'il faut faire pour préserver ce capital humain et quels sont les différents moyens à votre disposition. On constate même que la CNAM conduit à ce jour beaucoup de plans pour accompagner les établissements dans leur démarche. On a notamment vu se développer le programme TMS Pro qui vise à accompagner l'ensemble des entreprises et des établissements dans la lutte contre le développement des troubles musculo-squelettiques. Nous avons également un enjeu juridique qui est associé à la gestion des maladies professionnelles dans la mesure où on constate une recrudescence du nombre d'actions en faute inexcusable. Bien entendu, on entend beaucoup parler d'actions par rapport à tout ce qui est maladies professionnelles liées à l'amiante, mais il faut aussi avoir conscience que ce type d'action est également possible pour des maladies professionnelles plus classiques, ou bien encore pour la maladie professionnelle dont on débat beaucoup en ce moment, à savoir tout ce qui est lié au burn-out ou à la dépression. Enfin, on a de nombreux enjeux liés à la notoriété de l'établissement, dans la mesure où quand on a une recrudescence ou une multiplication des maladies professionnelles, certains médias s'en servent pour pointer du doigt les mauvais agissements d'une entreprise ou d'un établissement dans le traitement de ces agents. Je ne l'ai pas dit auparavant, mais n'hésitez pas à me poser des questions et à m'interrompre dans le cadre de l'intervention. Vous avez un petit pavé à votre droite où vous pouvez taper vos questions. J'essaierai d'y répondre soit au cours de l'intervention, soit à la fin, si cela est opportun. Si on se bascule sur le côté contexte en fait relatif aux maladies professionnelles, et on va s'attarder un peu plus sur le côté volumétrie liée aux maladies professionnelles, on constate que les maladies professionnelles ne représentent que 10% des sinistres. Toutefois, quand on s'attarde à l'impact économique de ces dernières, on va aller constater que les maladies professionnelles représentent 33% des imputations. Ce simple indicateur en termes d'impact économique pousse à une vigilance accrue au moment de la réception de l'information sur la déclaration de maladie professionnelle de l'un de vos agents. On voit aussi une grosse différence par rapport aux accidents de travail par rapport à ce chiffre. 60%, ça veut dire quoi? En fait, on constate que seulement 60% des dossiers de maladies professionnelles sont reconnus d'origine professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie. Ce qui suppose, dans un premier temps, que c'est normalement ce chiffre-là qui doit refléter les résultats de votre établissement, et en parallèle, vous êtes en mesure de performer sur ce résultat si vous observez une vigilance accrue au moment de la phase déclarative
des maladies professionnelles. Le gros changement qui existe aussi par rapport aux accidents du travail, c'est que pour les accidents du travail, vous êtes responsable de la déclaration. Alors que la charge de la preuve est différente au niveau des maladies professionnelles dans la mesure où il appartient à votre agent de remplir sa déclaration de maladie professionnelle et de l'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, accompagnée du certificat médical initial. Si on s'attarde plus particulièrement sur ce qu'est une maladie professionnelle, on va notamment aborder les localisations préférentielles de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, dans la mesure où les troubles musculo-squelettiques représentent près des 2/3 des maladies professionnelles déclarées à ce jour en France. On voit notamment beaucoup de déclarations relatives aux pathologies liées aux épaules, aux coudes, poignets, mains et doigts, et tout ce qui est pathologie liée au dos. On constate aussi une multiplication des multi-déclarations par agent. Il est récurrent de voir un agent qui va venir vous déclarer une maladie professionnelle pour l'épaule droite, gauche, et observer une latéralité. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le pourquoi mon agent me déclare une maladie professionnelle pour une épaule droite alors que ce dernier est gaucher et que dans tous les gestes qu'il effectue, il va solliciter l'épaule dominante. Alors, il faut savoir que ce phénomène peut être logique dans la mesure où on peut avoir un phénomène de compensation de l'agent par rapport à son côté dominant. Donc, il va donc falloir s'attarder particulièrement sur les gestes réalisés au quotidien par votre agent au moment où vous devrez compléter votre questionnaire de maladie professionnelle. Si on s'attarde sur comment se manifeste la maladie professionnelle et plus particulièrement les troubles musculo-squelettiques, on va constater 3 niveaux différents dans l'évolution de la maladie. On a un premier niveau qui est lié à la réalisation de mouvements répétitifs qui va occasionner des lésions bénignes et donc de simples inflammations de l'agent. Si on traite ce problème en amont, on va constater la disparition des inflammations et donc un retour à l'état antérieur de votre agent qui va poursuivre son activité professionnelle comme par le passé. On constate notamment un chiffre intéressant. On a un nombre de déclarations de maladies professionnelles beaucoup plus important chez les femmes. Toutefois, on constate que les maladies professionnelles des femmes sont beaucoup moins longues en termes d'arrêt maladie, dans la mesure où les femmes ont tendance à anticiper la douleur et à anticiper le mal, et donc on va se retrouver dans ce phénomène où les inflammations vont disparaître et l'agent va pouvoir reprendre son poste sans aucun souci. Alors qu'on constate chez la population masculine que ces derniers vont attendre plus longtemps avant de déclarer leur maladie professionnelle, et que le problème, c'est qu'ils vont attendre trop longtemps et que les lésions auront déjà eu le temps de s'installer et on sera déjà dans des cicatrices fibreuses ou dans des lésions irréversibles. Et donc, dans ces conditions, en fait, l'agent va conserver des séquelles et ce sera beaucoup plus difficile pour lui de revenir au travail et de reprendre son activité passée. Et donc, même si ça peut faire peur, il est important dans le cadre de votre communication auprès de vos agents de les amener à s'écouter et à déclarer des maladies professionnelles. Car plus la maladie professionnelle est déclarée tôt dans le processus, plus le retour à l'état antérieur et le capital humain de votre agent sera préservé. Si on passe désormais à l'aspect vraiment pratico-pratique de la déclaration de maladie professionnelle, on va s'attarder au décryptage des tableaux de maladie professionnelle. Car, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déclarer une maladie professionnelle, il faut que la pathologie qui est constatée par le médecin traitant de l'agent soit référencée dans un tableau de maladie professionnelle. Donc, on a aujourd'hui une centaine de tableaux de maladie professionnelle, et donc est considérée comme une maladie professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées dans ce dernier. Les conditions sont toujours les mêmes. Nous avons, dans un premier temps, être atteint d'une affection inscrite dans un tableau.
Donc, par exemple, on va être sur l'hypothèse d'une tendinopathie, ce genre de choses, une épicondylite ou d'un mésothéliome pour tout ce qui est lié à l'amiante. En fait, ce qu'il faut retenir, et par rapport à tous les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui sur la reconnaissance du burn-out, c'est qu'aujourd'hui, notamment, le burn-out n'est reconnu dans aucun tableau de maladie professionnelle. Et c'est pourquoi la reconnaissance d'origine professionnelle de ces maladies n'est pas aisée pour les agents qui doivent passer par un système complémentaire et beaucoup plus long pour la prise en charge des soins et arrêts liés à ces pathologies qui seraient liées à une activité professionnelle. La deuxième condition présente dans le tableau de maladie professionnelle, c'est une condition d'exposition au risque. Donc cela suppose que les travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle sont réalisés par l'agent qui déclare la maladie professionnelle. Ça peut être des conditions de geste, par exemple, ou alors des conditions d'ambiance de travail. Par exemple, pour tout ce qui est surdité, ça va être d'évoluer dans un environnement de travail avec un bruit important. Nous avons également tout ce qui est exposition au risque pendant une certaine durée. On va estimer pour certaines pathologies que l'agent devra avoir été exposé au risque mentionné dans le tableau pendant une durée parfois de 30 jours et parfois de 5 ou 10 ans. La dernière condition est relative au délai de prise en charge. Alors, c'est la condition qui est la plus compliquée, on va dire, à comprendre dans le tableau de maladie professionnelle, car il va s'agir de regarder donc, le délai de prise en charge mentionné dans le tableau, et donc de regarder si l'agent a été exposé dans ce délai de prise en charge. Donc, il faut regarder la date de la constatation médicale de la maladie déclarée par votre agent et regarder s'il a été exposé dans les 7 jours, par exemple pour le délai de prise en charge de 7 jours, dans les 7 jours précédant la constatation médicale. Si votre agent n'a pas travaillé pendant ces 7 jours, ou alors a effectué une formation, ou alors effectuait des tâches différentes de celles qu'il effectuait habituellement, on estimera que la pathologie déclarée n'est pas en lien direct avec l'activité professionnelle. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le dossier de maladie professionnelle sera examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui viendra analyser en profondeur l'exposition au risque de votre agent et l'éventuel rattachement à l'activité professionnelle. Attardons-nous plus précisément sur le tableau de maladie professionnelle de tout ce qui est lié à l'épaule, dans la mesure où, alors on a un petit problème d'affichage, voilà. Attardons-nous donc sur ce tableau lié à l'épaule. Tout ce qui est pathologie liée à l'épaule, ça se développe beaucoup en ce moment, et on voit que ce tableau de maladie professionnelle est très riche. Donc vous avez donc sur la colonne de gauche ce que l'on évoquait tout à l'heure, donc la désignation de la pathologie déclarée par votre agent. Donc si on prend la première désignation, on va être devant une tendinopathie aiguë, pardon, non rompue, non calcifiante, avec ou sans antésopathie de la coiffe des rotateurs. Donc on voit rien qu'à l'intitulé de la pathologie que l'on est quand même de quelque chose de très technique, et c'est pourquoi certaines personnes sont un peu démunies par rapport à la gestion des maladies professionnelles. Alors en fait, ce que je peux vous donner comme conseil à ce stade, c'est que quand vous recevez un certificat médical initial, vous pouvez aller sur le site de l'INRS, taper la pathologie qui vous est indiquée sur les documents, et vous allez trouver la correspondance du tableau de déclaration de la maladie professionnelle. Parce qu'en fait, ce que vous devez faire, dès que vous recevez une information sur une déclaration de maladie professionnelle, c'est d'aller commencer à récupérer les éléments dont vous aurez besoin pour piloter votre instruction. Donc, si on reprend l'hypothèse de la tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante, avec ou sans antésopathie de la coiffe des rotateurs, on voit qu'on a un délai de prise en charge de 30 jours. Et donc là, ce qui suppose que vous allez devoir regarder si dans les 30 jours précédant la consultation médicale, votre agent était exposé au risque. Et le risque, vous allez le trouver dans la troisième colonne, à savoir les travaux comportant des mouvements
ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Alors, ça nous fait beaucoup de conditions à regarder quand vous allez devoir compléter le questionnaire de maladie professionnelle. C'est pourquoi il est important de créer une cellule chez vous en interne pour savoir quelles seront les personnes qui auront les connaissances vous permettant de comprendre si les conditions de prise en charge sont remplies. Alors, vous m'interrogez sur le point de savoir si le délai de prise en charge est 30 jours en continu. Eh bien non, c'est beaucoup plus léger que ça. Il suffit que votre agent ait été exposé ne serait-ce que 10 minutes dans ces 30 jours pour que la condition relative au délai de prise en charge soit respectée. Donc en fait, c'est très très rapide. La moindre exposition suffit à reconnaître le respect de la condition relative au délai de prise en charge. Par rapport à donc la question de la liste limitative des travaux, ça va être important de s'interroger donc déjà sur le rythme de votre agent, savoir si au moins une fois par jour, il effectue les gestes mentionnés dans le tableau. De la même façon, on va se retrouver face à des termes un peu barbares comme l'abduction, la pronosupination et autres. N'hésitez pas à aller interroger le médecin du travail ou à aller interroger Internet pour comprendre quels sont les gestes visés par le tableau de maladie professionnelle. Car en fait, c'est en allant étudier les caractéristiques du tableau de maladie professionnelle que vous allez pouvoir au mieux compléter le questionnaire. Quand on s'attarde également sur ce tableau, on va voir qu'on va avoir d'autres conditions qui peuvent s'adjoindre aux 3 conditions évoquées précédemment. On voit que pour le tableau lié à l'épaule, on va demander à ce qu'un arthroscanner soit réalisé ou en cas de contre-indication, une IRM. Donc là, en fait, on voit l'ensemble des conditions que va devoir respecter la caisse primaire pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd et c'est pourquoi aujourd'hui, CEGA peut vous accompagner dans l'ensemble de ces démarches, notamment avec le concours des médecins salariés qui peuvent avoir un œil vraiment aiguisé sur les conditions médicales de la maladie professionnelle. Si on s'attarde désormais sur le côté instruction, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez, dans un premier temps, recevoir un courrier d'information de la Caisse primaire d'assurance maladie qui vient vous dire que M. Dupont a déclaré une maladie professionnelle. Alors, on aura différents cas de figure. Soit dans ce courrier, vous verrez apparaître le libellé du tableau de maladie professionnelle concerné par la maladie, ou vous aurez uniquement la mention de la pathologie déclarée. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir vous reporter au tableau de maladie professionnelle concerné. Vous recevrez dans un second temps la déclaration de maladie professionnelle. Déclaration de maladie professionnelle qui sera donc complétée par l'agent. Alors, ce qui est important de regarder dans cette déclaration, c'est notamment l'historique indiqué par votre agent. Parce qu'on le verra par la suite, si l'agent est chez vous depuis peu de temps, on pourrait notamment estimer que la pathologie s'est développée quand il était au service d'une autre personne. Et donc, dans ces conditions, la charge de la maladie professionnelle ne vous incombera pas directement, mais sera mutualisée sur l'ensemble des établissements de rattachement de cet agent. Avec la déclaration de maladie professionnelle, vous aurez également le certificat médical initial, ce qui vous permettra donc de constater la date de constatation médicale pour calculer le délai de prise en charge, et vous verrez également quelle est la pathologie déclarée. Une fois cette phase d'information, durant laquelle on vous invite vivement à constituer à ce moment-là l'équipe, on va dire, qui sera en charge de la maladie professionnelle, vous allez recevoir le questionnaire employeur. Alors, le questionnaire employeur, ça peut paraître vraiment comme un document
qui fait peur. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a différentes écoles par rapport à ce questionnaire employeur. Aujourd'hui, certains de nos clients ont fait le choix de ne plus jamais répondre à aucun questionnaire employeur. Ce n'est évidemment pas notre préconisation dans la mesure où il est important pour nous que vous soyez diligent dans la gestion de vos maladies professionnelles, dans la mesure où cela va impacter vos relations avec les caisses primaires d'assurance maladie et éventuellement les CARSAT. La deuxième école consiste à compléter le questionnaire employeur stricto sensu sans apporter d'informations complémentaires. La troisième école par rapport aux pratiques de remplissage des questionnaires de maladie professionnelle, ça va être une pratique hybride qui consiste à compléter le questionnaire employeur quand vous êtes en mesure de le faire et d'apporter éventuellement des informations complémentaires sur papier libre quand vous estimez que le questionnaire qui vous est adressé ne permet pas d'apporter toutes les informations pertinentes pour la gestion du dossier de maladie professionnelle. Et en fait, je vous alerte vraiment sur ce point parce que suivant les caisses primaires d'assurance maladie, on va constater que les questionnaires employeurs ne permettent pas toujours de répondre à l'ensemble des exigences du tableau de maladie professionnelle. Et donc, dans ces conditions, il est important d'apporter l'intégralité des réponses à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, sur ce questionnaire de maladie professionnelle, vous allez notamment avoir des éléments par rapport aux gestes effectués par votre agent, à la durée d'exposition au risque. Donc, on vous conseille évidemment de mobiliser l'ensemble des forces vives au moment de la réception de ce questionnaire. Vous avez en général un délai qui va de 10 jours à 3 semaines pour compléter ce questionnaire. Il faut savoir que l'agent va également recevoir ce questionnaire et va devoir répondre aux mêmes questions. Et ensuite, la caisse primaire va confronter les deux questionnaires et établir son rapport d'enquête. À partir de ce rapport d'enquête, la caisse primaire décidera si oui ou non la pathologie déclarée par votre agent est en lien ou non avec son activité professionnelle. Comme on l'évoquait tout à l'heure, vous pouvez avoir également des documents relatifs donc, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et donc, ce comité sera réuni si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie ou si la pathologie déclarée par votre agent n'est pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle. Quand vous allez compléter votre questionnaire employeur, vous allez pouvoir émettre des réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par votre agent. Dans quel cas pouvez-vous émettre des réserves? Alors, ça va être quand l'une des conditions du tableau n'est pas remplie. Par exemple, quand vous estimez que les travaux exécutés par votre agent au quotidien ne correspondent pas aux exigences du tableau. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur la pathologie liée à l'épaule, on demandait une exposition de 3h30 par jour avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés. Si vous estimez qu'au quotidien, votre agent n'effectue pas ces gestes, vous pouvez formuler des réserves que vous joindrez au questionnaire de maladie professionnelle. Vous pouvez formuler ces réserves également sur les autres conditions du tableau, à savoir la durée d'exposition, le délai de prise en charge, ou bien encore la désignation de la maladie. La désignation de la maladie, on est conscient que pour vous, c'est quand même plus compliqué de formuler ce type d'observation dans la mesure où vous n'êtes pas médecin. Toutefois, quand on reprend le tableau évoqué tout à l'heure, par exemple, hop, on voit ici qu'on exige une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante. Si vous recevez une déclaration de maladie professionnelle indiquant une tendinopathie calcifiante, vous pouvez partir du principe que cette pathologie n'est pas d'origine professionnelle. Car en effet, il apparaît que la calcification n'est pas liée à des mouvements répétitifs. Et donc, dans ces conditions, vous pouvez émettre des réserves sur le fait que la pathologie déclarée par votre salarié n'est pas d'origine professionnelle. C'est également dans ce courrier de réserve que vous pourrez mentionner
le fait que votre agent a été exposé à l'occasion d'emplois précédents. Ce sera donc l'objectif ici, non pas de ne pas obtenir la reconnaissance du caractère professionnel, mais d'obtenir que l'imputation de la maladie professionnelle ne vous incombe pas directement, mais soit mutualisée sur la charge de l'ensemble des employeurs. Il est important de formuler vos réserves dans un courrier séparé et bien entendu d'adresser l'ensemble des éléments à la Caisse primaire d'assurance maladie en lettres recommandées avec accusé de réception et de conserver les bordereaux bien précieusement dans votre dossier. L'autre étape clé relative à la gestion de votre dossier de maladie professionnelle, ça va être la consultation des pièces du dossier. Vous allez recevoir un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie et ce sera systématique pour les maladies professionnelles, courrier qui vous informera de la possibilité de vous déplacer dans les locaux de la Caisse primaire pour prendre connaissance des éléments du dossier. Il faut savoir que les éléments qui doivent figurer dans ce dossier sont listés par le code de la sécurité sociale et donc vous allez avoir accès au questionnaire complété par votre agent qui sera bien souvent riche d'enseignements, et également de l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs à la maladie professionnelle, ce qui vous permettra de vous assurer de la cohérence des arrêts prescrits en fonction de la maladie professionnelle. Vous serez également, dans le cadre de cette consultation des pièces, en possession du rapport d'enquête diligenté par la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse primaire a seulement pour obligation de vous soumettre ces pièces à consultation. Certaines sont sympathiques et vont vous permettre un envoi par mail, par exemple, ou un envoi par fax. Toutefois, on vous conseille fortement de prendre rendez-vous et de vous déplacer muni d'un bordereau de consultation des pièces. Au sein de ce bordereau, vous indiquerez quelles sont les pièces que vous avez pu consulter. Parce que là encore, il n'y a pas d'obligation que la caisse primaire vous remette une copie des éléments. Sachez que la caisse primaire peut très bien vous demander une indemnisation en euros pour les photocopies qu'elle pourrait être amenée à vous remettre. Une fois que vous avez récupéré ces éléments, il est vraiment important de soumettre les pièces aux experts compétents. Ces experts peuvent être présents en interne chez vous, ça peut être le manager de l'agent qui a déclaré la maladie pour que ce dernier puisse venir confirmer ou pas que les gestes effectués et déclarés par l'agent sont conformes avec la réalité. Ou vous pouvez également solliciter des experts externes, comme ceux présents chez CEGAP, à savoir les médecins qui travaillent au quotidien avec les consultants, ou bien encore les ergonomes qui vont pouvoir avoir un avis sur les gestes effectués et sur l'exposition au risque réel de votre agent. Si dans le cadre des pièces consultées, vous constatez une incohérence entre les éléments retenus par la Caisse primaire d'assurance maladie et votre perception des choses, il est important de formuler des observations complémentaires. Donc là encore, il va falloir adresser ce courrier à la Caisse primaire en lettres recommandées avec accusé de réception avant la fin du délai de 10 jours francs qui vous est offert pour consulter les pièces et formuler vos observations. Enfin, si vous constatez des manquements de la Caisse primaire d'assurance maladie au moment de cette étape clé de la consultation des pièces, on vous invite vivement à acter ces derniers par lettre recommandée encore, parce que par exemple, on constate que certaines caisses primaires refusent de vous mettre à disposition certains éléments. Il faudra l'acter, ou bien encore, si après 3 appels successifs, vous n'avez toujours pas réussi à obtenir de rendez-vous. C'est vraiment une étape stratégique qui vous permet vraiment d'avoir une vision à 360 de votre dossier de maladie professionnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permettra éventuellement de venir affiner votre politique de prévention des risques professionnels avec éventuellement l'agent qui va venir déclarer la réalisation de gestes que peut-être vous n'avez pas encore identifiés comme exposant
à un risque d'usure professionnelle. Donc, nous avons désormais fait le tour sur la question du dossier de maladie professionnelle. Comme d'habitude, je vous invite à me poser des questions sur cette thématique. Sachez qu'on va vous adresser le support de présentation par mail à l'issue de ce webinaire et on vous joindra également une infographie que nous avons réalisée sur la thématique des maladies professionnelles pour vous aider à piloter au quotidien cette étape. Alors n'hésitez pas à me poser des questions. Alors c'est vrai que soyez rassurés si vous avez des difficultés au quotidien pour compléter vos questionnaires, vous n'êtes pas les seuls. C'est vraiment une problématique dans beaucoup d'entreprises. Et vraiment, nous, ce qu'on préconise, c'est une alliance entre le service RH et le service prévention pour être vraiment en possession de toutes les informations pertinentes pour compléter le questionnaire de maladie professionnelle. Et c'est vraiment aussi important d'aller identifier les postes qui occasionnent le plus de maladies professionnelles pour éventuellement envisager des aménagements de postes de travail et des évolutions pour le futur de vos agents. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une vraie gestion de carrière de vos agents qui est impérative pour préserver le capital humain. Et quand vous avez d'ores et déjà identifié un poste qui conduit à l'usure de votre agent, on vous invite à prévoir dans les années futures de la formation et une reconversion potentielle pour que ce dernier puisse poursuivre son activité professionnelle dans les meilleures conditions. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et nous vous adressons bientôt les éléments.